C'est parti, grand 2. Hop là. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Non, pas du tout. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Très bien. Donc, grand 2. Représentation des endomorphismes. Donc, représentation. Ok. Donc, ici, on va s'intéresser à un cas particulier qui est le cas où on a un endomorphisme, c'est-à-dire où l'espace de départ et l'espace d'arrivée est le même. Puisque, en général, quand c'est le cas, au lieu d'avoir à considérer une base dans l'espace de départ et une base dans l'espace d'arrivée, on va considérer le même. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que si on a un K espace vectoriel de dimension n, et B, donc qui va être E1 jusqu'à En, une base de E, et bien quand on va prendre un endomorphisme, au lieu d'écrire la matrice dans les bases BE, BE de F, on écrira juste la matrice dans la base BE. Ok. Donc c'est un petit peu la même chose que pour les matrices. Au lieu d'écrire des matrices NN, on écrit des matrices N. Là c'est pareil, au lieu d'écrire BE, BE, on écrira juste BE. Donc en particulier, quelques exemples. La matrice dans n'importe quelle base B de l'identité de E, ce sera IN, puisque vous avez l'identité, donc ça donne IN. On a aussi du coup le résultat suivant, c'est que si vous avez F et G deux endomorphismes, eh bien la matrice dans la base BE de G rond F, ce sera la matrice dans la base BE de G fois la matrice dans la base BE de F. Okay, donc c'est ce qu'on avait vu juste avant, mais on l'écrit maintenant pour les endomorphismes. Là en particulier où ça devient intéressant, c'est que du coup pour les endomorphismes, on va pouvoir se poser la question des éléments inversibles, des automorphismes. Et on a le théorème suivant qui dit que donc, si on prend donc, les mêmes hypothèses que d'habitude, donc E, un K espace vectoriel de dimension finie n, BE une base, donc E1 jusqu'à En, base de E, et F un endomorphisme. Alors, on a le résultat suivant. F est inversible. Donc, je vous rappelle que ça veut dire que F appartient à GL de E. Si et seulement si, la matrice dans la base B de F est inversible. Donc ça veut dire, du coup, appartient à GLN de K. Okay. De plus, dans ce cas, si jamais la matrice ou l'application est inversible, on a automatiquement l'autre. Et dans ces cas-là, la matrice dans la base B de F-1, c'est la matrice dans la base B de F moins 1. Donc en gros, ça veut dire que la propriété d'inversion est compatible avec les matrices. Ce qui est assez logique, puisqu'on avait vu que c'était compatible avec les propriétés de composition. Okay. Et donc, de façon générale, puisque ce résultat-là est vrai pour les endomorphismes, mais de façon générale,
si vous avez f, une application linéaire de E dans f est inversible, enfin bijective, pardon, j'aurais dû mettre bijective, si et seulement si les matrices dans les bases BE, BF de f est inversible. Et dans ce cas, la matrice dans les bases BF, BE de f-1, puisque f-1 va de f vers E, c'est la matrice dans les bases BE, BF de f-1. En gros, ici, ce résultat-là vous dit quoi? Il vous dit que si vous cherchez à savoir est-ce qu'une fonction est bijective, est-ce qu'une application linéaire est un automorphisme ou est-ce que c'est un isomorphisme, il suffit de regarder la matrice associée et de voir si cette matrice-là est inversible ou non. Et je vous rappelle que dans le chapitre sur les matrices, on a vu des méthodes assez simples qui permettaient de vérifier si une matrice était inversible ou non, par exemple avec la méthode du pivot de Gauss. Et donc en particulier, ici, en appliquant les méthodes du pivot de Gauss aux matrices, on pourra vérifier si les applications linéaires associées étaient bijectives ou non. Donc ce résultat-là est très intéressant puisque ça vous dit, voilà, je veux montrer que quelque chose est bijectif, je regarde la matrice et je regarde est-ce que cette matrice-là est inversible ou non. Ok. Dernier point qu'on va aborder dans le cours d'aujourd'hui, il ne sera pas trop long parce qu'il y a quelques exos à faire et puis je pense que vous aurez déjà de quoi bien vous occuper pour le week-end. Donc, grand 3, changement de base. Donc, ici, l'idée, c'est que on a vu dans le grand 1 que la représentation, que ce soit d'un vecteur, d'une famille de vecteurs ou d'une application linéaire, ça dépendait des bases qu'on avait choisies pour les espaces de départ. Et donc, assez naturellement, on se demande, bah oui, mais si maintenant j'avais ma matrice dans une certaine base et que je change de base, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Donc d'abord, on va regarder ce qu'on appelle les matrices de changement de base. Hop. Donc, définition. Donc on considère E un K-espace vectoriel de dimension finie n, c'est comme d'habitude, mais cette fois on va considérer deux bases, donc B qui sera la base E1 jusqu'à En, et B' qui sera la base E'1 jusqu'à E'N. On appelle matrice de passage de la base B à la base B', notée, alors en général on la note P, B, B', pour dire qu'on va de B à B'. Et cette matrice-là, c'est la matrice dans la base B de E'1 jusqu'à E'N. Sous-entendu, on prend tous les vecteurs de la seconde base, on écrit les coordonnées dans la première base, et ces coordonnées-là, c'est notre matrice. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que du coup, ça correspond également, étant donné qu'on écrit les coefficients de, donc en fait, de E'1 jusqu'à E'N dans la base B,
C'est pareil que si on écrivait les coefficients dans les bases B'B de l'application identité. Puisque du coup, vous allez prendre la base B', regarder les vecteurs, c'est-à-dire E'1 jusqu'à E'N, faire l'image, ça reste E'1 jusqu'à E'N, et on va écrire ces coordonnées dans la base B. Ici, faites attention, vous voyez que du coup, ça change l'ordre des bases, donc ça, c'est très très important. Alors, juste un exemple. Donc, on va prendre R2, et on va prendre deux bases. La première qui est la base canonique, et une deuxième base qui va être, par exemple, 1, 1 et 1, moins 1. La matrice de passage de B à B', ce sont les coordonnées des vecteurs de la deuxième base, donc ici de B', dans la première base. Ici, les coordonnées de celui-là dans la première base, c'est 1, 1, donc du coup, on va avoir 1, 1. Ici, les coordonnées, c'est 1, moins 1, et donc on va avoir 1, moins 1. Là où ça devient intéressant, c'est que si on veut faire la matrice de passage dans l'autre sens, c'est-à-dire on veut faire la matrice de passage de B' vers B, dans ces cas-là, il faut écrire que 1, 0, c'est égal à 1 demi de 1, 1 plus 1, moins 1. Et 0, 1, c'est égal à 1 demi de 1, 1 moins 1, moins 1. Et donc du coup, les coordonnées de 1, 0 dans la première base, ce sera 1 demi, 1 demi. Et les coordonnées de 0, 1 ici, ce sera 1 demi, moins 1 demi. Donc ce point-là est très très important. Vous voyez qu'il faut prendre les vecteurs de la deuxième base et les exprimer dans la première base. Donc ici, pour la base canonique, c'est assez simple puisque ça se fait direct. Si on veut faire le contraire, dans l'autre sens, eh bien, on obtient ça. Okay. Alors ici, on reconnaît et on trouve un résultat qui est assez intéressant, c'est que ici, si vous calculez le produit matriciel, vous vous rendrez compte que vous tombez sur l'identité. Et donc ça, c'est assez normal, hein. Donc c'est le théorème suivant. C'est que la matrice de passage de B à B', c'est une matrice inversible. Alors c'est clairement une matrice carrée puisque vous avez autant de vecteurs dans l'un que dans l'autre, donc c'est une matrice inversible. Et en plus, l'inverse, c'est exactement la matrice de passage de B' vers B. Donc ça, avec les mains, c'est assez logique, hein, puisque vous avez une matrice qui va de B vers B', donc si on veut faire le contraire, on va de B' vers B. Ça se voit particulièrement bien avec ici matrice identité, puisque l'identité de B' vers B, sa réciproque, c'est l'identité de B vers B'. Donc, ça se voit vraiment très très bien. En tout cas, ce résultat-là est assez intéressant, puisqu'il vous dit que une matrice de passage est toujours inversible, et en plus que son inverse, c'est la matrice de passage dans l'autre sens. Et donc ici, au lieu d'avoir à changer les coordonnées, j'aurais pu juste calculer la matrice inverse, et ça m'aurait donné les coordonnées réciproques. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant, parce que du coup, souvent dans les exercices, on a la base canonique et on a une autre base. Et souvent, on a les coordonnées de l'autre base dans la base canonique. Ici, c'était assez simple de voir ces coordonnées de celui-là dans la base canonique. Mais si on veut le contraire, on est obligé de résoudre des systèmes un peu compliqués, mais là, grâce à ce résultat-là, on se rend compte qu'il suffit juste de faire l'inverse de la matrice. En particulier, si vous repensez à l'exercice classique qu'on vient de... pardon, pas classique, facultatif que je viens de corriger sur les projections et les symétries, il fallait écrire les coordonnées des vecteurs de la base canonique dans une base adaptée à projection et symétrie. Eh bien, on aurait pu le faire en inversant la matrice, mais pour ça, il aurait fallu faire ce cours d'abord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et en particulier, on va voir le lien avec les applications linéaires juste après. Ici, je ne me lance pas dans les démonstrations, hein, c'est juste logique au vu des notations. Ok. Alors maintenant, on va faire le lien avec les applications linéaires. Donc petit 2, formule de changement de base.
Alors, étant donné qu'on a une représentation pour les vecteurs et une représentation pour les applications linéaires, on va avoir une formule de changement de base pour les vecteurs et une formule de changement de base pour les applications linéaires. Donc d'abord, théorème. Donc ici, on va faire la formule de changement de base pour les vecteurs. Donc soit E a un k-espace vectoriel de dimension finie. N, bb' de base de E. Et on va prendre X, un vecteur de E. Alors, on a le résultat suivant. La matrice de ce vecteur X dans la base B, c'est égal à la matrice dans la base B', mais il a fallu appliquer la matrice de changement de base, c'est-à-dire la matrice de passage de B vers B'. Okay. Alors ici, on se dit, oui d'accord, très bien, mais du coup c'est bizarre, parce que là on avait B', ici c'était B vers B', et là on a B. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est que la matrice de passage BB', c'est la matrice de l'identité dans B'B. Donc du coup c'est assez logique d'avoir X dans B', on applique l'identité de B' dans B, et du coup on ressort avec X dans B. Okay, donc ici c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, hein. C'est qu'on a X écrit dans B', on applique l'identité de de B' vers B, et du coup on obtient X écrit dans B. Et c'est exactement ça que veut dire cette formule. Donc c'est pour ça que je vous ai dit juste avant que c'était intéressant de l'écrire avec l'identité, c'est parce que ça permet de faire ce lien-là. Ok. Très bien. Du coup, gardez en tête ce dessin-là, hein, c'est assez intéressant. Alors maintenant, on va faire le théorème pour les applications linéaires, qui sera vraiment le truc généralisé. Donc soit EF de k-espace vectoriel de dimension finie NP, BE, B'E, BF, B'F des bases, respectivement de E et de F, hein, et F, une application linéaire de E dans F. Alors, je vais directement faire le dessin, comme ça va permettre de voir ce qui se passe. Donc ici, vous avez un X qui est dans E, vous appliquez F, et vous obtenez un Y qui est dans F. Ici, si on prend, suivant la base B', on va mettre ici E suivant B', ici F suivant B'F, et donc du coup ici ce sera la matrice de B'E, B'F, de du coup F. Alors maintenant, si je veux faire dans BE, BF, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ici, il faut que j'applique l'identité de... du coup, j'étais dans B', donc je vais aller de B'E vers BE pour obtenir mon X dans B. Ensuite, je vais lui appliquer F, et cette fois dans BE, BF. Je vais donc obtenir mon Y dans BF. Et si je veux revenir sur mon Y initial, il faut que je fasse l'identité de du coup BF vers B'F.
Donc, au final, si j'écris tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la matrice dans les bases B', E, B'F de petit f, c'est... Alors je vous rappelle que quand on écrit un produit matriciel, si on fait ça, puis ça, puis ça, le produit matriciel, on écrit d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Donc il me faut de la matrice identité de BF vers B'F. Ça, c'est la matrice de passage de B'F vers BF. Donc ça, c'est la matrice de passage inverse de BF, B'F. Okay. Puisque ici, j'ai une identité qui va de BF vers B'F. Donc c'est la matrice de passage de B'F vers BF. Donc c'est l'inverse de BF vers B'F. C'est ce qu'on a vu juste avant. Fois, donc ici, j'ai la matrice dans BE, BF. Et ici, j'ai dans le bon sens, donc la matrice de passage de BE vers B'E. Okay. Donc ici, encore une fois, si vous l'écrivez avec les identités, vous voyez bien que vous allez dans le bon ordre. Pour aller de B'E à B'F, il faut faire d'abord B'E, BE, BE, BF, BF, B'F. Si vous voulez écrire les matrices, il faut l'écrire dans l'autre sens, puisqu'on écrit toujours de droite à gauche, hein, et il faut bien faire attention à l'ordre. Okay. Alors, une remarque, si f est un endomorphisme, on obtient du coup que la matrice dans la base B'E de f, c'est P-1 BE B'E, matrice dans la base BE de f, et P BE B'E. Okay. Donc là, a priori, ce ne sont pas les mêmes matrices, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes bases, mais du coup, on obtient ça. Donc, les trois formules qu'on a vues là, donc celle-là, celle-là et celle-là, c'est ce qu'on appelle les formules de changement de base. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire deux applications de ces formules-là pour voir comment est-ce qu'on va les utiliser et qu'est-ce que ça donne en pratique. Et puis après, je vous laisserai faire des exercices pour vous entraîner. Ok, donc, quelques applications. Donc, petit 3, exemple d'application. Et normalement, si vous comprenez bien les exemples d'applications qu'on va faire là, il n'y aura pas de problème du coup pour le cours qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, premier exemple, on va faire calcul de puissance. Donc, vous pouvez suivre, si vous voulez, l'énoncé de l'exercice sur le cours que je vous ai donné, mais l'idée, c'est qu'on va considérer une matrice et on cherche à calculer la puissance de cette matrice. Donc, on considère une matrice, donc on va prendre A, la matrice suivante, donc 2, 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et F, l'endomorphisme de R3 canoniquement associé. Ok. Donc, du coup, le but de l'exercice, hein, comme je le disais, c'est de calculer les puissances successives de A. Et donc pour ça, l'idée, ça va être d'essayer d'aller dans une base qui est un petit peu plus intéressante et puis de voir qu'est-ce qui se passe dans cette base. Donc petit a, donc on pose E1 égale 1, 0, 1, E2 égale moins 1, 1, 0, E3 égale 1, 1, 1. Montrer que E1, E2, E3 est une base.
Alors, étant donné que on a 3 vecteurs, il suffit donc de montrer que c'est libre. C'est-à-dire, on écrit lambda 1, 1 plus lambda 2, 2 plus lambda 3, E3 égale 0. Et il faut montrer que tous les lambda i sont nuls. Donc là, ça nous donne un système. Donc on va avoir lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Ensuite, là, on n'a rien, donc ça va faire lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et ensuite, ici, on va avoir lambda 1, ici, on n'a rien, plus lambda 3 égale 0. Alors même si j'aime pas ça, ici on voit qu'on peut faire directement la substitution puisque vous avez lambda 1 égale moins lambda 3, lambda 2 égale moins lambda 3. Et donc si vous reprenez ici, vous allez avoir moins lambda 3 plus lambda 3 plus lambda 3, ce qui va faire lambda 3 égale 0. Et donc au final, vous obtenez bien lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0 et c'est gagné. Question B, maintenant il faut donner la matrice. Donc on va noter B de F dans cette nouvelle base, E1, E2, E3. Donc pour ça, il faut calculer les images. Et donc je vous rappelle que, au vu de la définition canoniquement associée, F de E1, bah, c'est pareil que faire A fois 1, 0, 1. Donc ça, c'est exactement la propriété d'application d'une fonction à un vecteur. Ici, si on fait ça, on va avoir 2, 1, moins 1 fois ça, donc ça va faire 2 moins 1, ça va faire donc 2 fois 1, 0 fois 1, moins 1 fois 1, donc ça va faire 1. Ensuite, ici, on va avoir 0, et ici, on va avoir 1. Du coup, on obtient que f de E1, c'est E1. Pareil, f de E2, ça va donner A fois moins 1, 1, 0. Et si on fait ça, donc on va avoir moins 2 plus 1, ce qui va donner moins 1. Ensuite, on va avoir ici 1. Et enfin, sur le dernier, on va avoir 0. Donc f de E2, ça fait E2. Et enfin, f de E3, ça va donner A fois 1, 1, 1. Ce qui va donc donner 2. Ensuite, 1. Et enfin, 2. Et donc, ici, moi, ce que je veux, c'est absolument écrire ce vecteur-là en fonction de E1, E2, E3, puisque je veux écrire la matrice dans les bases, enfin dans la base avec E1, E2, E3. Donc ici, il va falloir que je trouve la décomposition. Donc 2, 1, 2. Si je regarde, c'est exactement E1 plus E3. Donc f de E3, c'est E1 plus E3. Ok, donc si je récapitule tout ça, la matrice dans E1, E2, E3 de F, ce sera... Alors, l'image de E1, c'est 1 fois E1, 0 fois E2, 0 fois E3. L'image de E2, c'est 0 fois E1, 1 fois E2, 0 fois E3. Et l'image de E3, c'est 1 fois E1, 0 fois E2, 1 fois E3. Okay. Donc voici la matrice de mon application. Ok. Maintenant, question C, j'ai une nouvelle base, j'ai la matrice dans cette nouvelle base, exprimée
du coup, A en fonction de B. Alors, si je pose la matrice P des coordonnées de E1, E2, E3, c'est-à-dire 1, 0, 1, moins 1, 1, 0 et 1, 1, 1, P, c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base E1, E2, E3. Ok. A, c'est la matrice dans la base canonique de F, et B, c'est la matrice dans la base E1, E2, E3 de F. Donc ici, directement, j'ai ma formule de changement de base qui me dit que celle dans la base E1, E2, E3, c'est donc la matrice de passage. Donc étant donné que là j'allais de E1 vers E1, si je réapplique le truc, hein, il fallait aller dans l'autre sens au début, donc je vais avoir P-1 à P. Okay. Donc ici c'est vraiment l'utilisation de ma formule de changement de base, hein, avec mes matrices de passage et mes matrices d'application. Ok. Donc ici on a ça. Question petit d, calculer pour tout n, b puissance n. Alors, pour tout n, b puissance n, donc b c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire i3 plus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Alors ici, c'est un exercice qu'on avait fait dans le chapitre sur les matrices, qu'il faut encore savoir faire, hein, il faut s'en rappeler. On obtient que I3 et cette matrice-là commutent. De plus, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, puissance n, c'est égal à la matrice nulle. Pour tout n supérieur ou égal à 2. Et par le binôme de Newton, on obtient que Bn, ça va être la somme de k égale 0 jusqu'à n de k parmi n. Du coup, cette matrice-là, puissance k, et ensuite i3 puissance n-k. Et donc au final, alors là il faut distinguer un peu les cas. Donc pour 0 on a i3. B si n égale 1. Et sinon, quoi qu'il arrive, on va s'arrêter aux deux premiers termes, puisque ce seront les seuls termes non nuls. Donc on va avoir le premier terme qui va faire k égale 0, ce qui va donc faire i3. Et ensuite le deuxième terme k égale 1, qui va faire n fois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et du coup, on se rend compte que cette formule-là, elle est vraie pour tout n. Et donc, au final, on a pour tout n dans n, b puissance n, ça fait 1, 0, 0, 0, 1, 0, n, 0, 1. Okay. Dernière question. En déduire a puissance n. Alors, si je regarde ce que je viens de calculer, b puissance n, c'est p-1 à p puissance n. C'est-à-dire p-1 à p fois p-1 à p fois ainsi de suite, p-1 à p. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que chaque terme ici va faire i3. Et donc en fait, tout va se simplifier, il va juste rester le premier p-1 ici, ensuite a fois, donc a puissance n, et enfin p.
Conclusion, si je repasse de l'autre côté, j'obtiens A puissance n égale P, B puissance n, P-1. Donc maintenant, j'ai déjà calculé B puissance n. Je rappelle que P, c'est la matrice de passage, donc c'est 1, 0, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 1. J'ai besoin de P-1, donc pour ça, on va appliquer la méthode pour trouver l'inverse d'une matrice. Donc je vous rappelle en même temps cette méthode-là en l'appliquant sur la matrice identité. Donc, la première opération qu'on va devoir effectuer, c'est, alors ici, on a déjà un 0, donc c'est la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 1. Donc, si je fais ça, je vais avoir 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ici, si je fais la même chose, je vais avoir 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et donc la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 1, donc moins 1, 0, 1. Ensuite, je vais permuter les lignes 2 et les lignes 3. Ensuite, je vais faire la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 2. Donc ici, la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 2, donc ça va faire 1, 1, moins 1. Ensuite, ici je suis bon, ici je suis bon. Pour me débarrasser de la dernière ligne, il faut que la ligne 1 reçoive la ligne 1 plus la ligne 2 moins la ligne 3. Donc si je fais ça, j'ai bien 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et ici, la ligne 1 reçoit la ligne 1 plus la ligne 2 moins la ligne 3. Donc les deux lignes ici ne bougent pas. Et donc la ligne 1, je dois faire la ligne 1 plus la ligne 2 moins la ligne 3. Donc je vais avoir 1 plus moins 1, moins 1, donc ça va faire moins 1. Ensuite 0 plus 0, moins 1, donc moins 1. Et enfin ici, 0 plus 1, moins 1, donc plus 1, 2. Okay. Donc ça c'est P-1. Alors comme d'habitude, on vérifie rapidement que ça marche bien. Donc si on fait ça fois moins 1, 0, 1, 2, 1, moins 1, et qu'on multiplie par la matrice P qui était 1, 0, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 1. On croise les doigts pour ne pas s'être trompé. Donc ça par ça, ça va faire moins 1, ici on s'en fout, plus 1, donc ça va faire 1. Ça par ça, ça va faire 1 moins 1, donc ça va faire 0. Ça par ça, ça va faire moins 1 plus 2, donc ça va faire 0. Ici, ça par ça, ça va faire moins 1 plus 1, ça va faire 0. Ça par ça, ça va faire 1. Ça par ça, moins 1 plus 1, ça va faire 0. Ça par ça, 1 moins 1, ça va faire 0. Ça par ça, moins 1 plus 1, ça va faire 0. Et ça par ça, 1 plus 1 moins 1, 1, c'est gagné. Et donc au final, A puissance n, c'est P, B puissance n, P-1, c'est-à-dire, donc P c'était 1, 0, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 1, fois B puissance n, 1, 0, 0, 0, 1, 0, n, 0, 1, fois P-1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 2, 1, moins 1. Et donc ici, si je fais ça, donc je vais faire d'abord ce produit-là et ensuite ce produit-là. Donc j'obtiens, donc ça par ça, donc ça fait 1. Ça par ça, ça fait moins 1. Ça par ça, ça fait n plus 1. Ça par ça, ça fait 0. Ça par ça, ça fait 1. Ça par ça, ça fait 1. Ça par ça, ça fait 1. Ça par ça, ça fait 0. Ça par ça, ça fait n plus 1.
Ok, et donc maintenant, dernier calcul, ça par ça, donc ça va faire moins 1 plus 1, donc 0, donc n plus 1. Ensuite, ça par ça, donc ça va faire moins 1 plus n plus 1, donc ça va faire n. Ça par ça, donc ça va faire 2 moins 1, donc ça va faire 1 moins n plus 1. Donc les 1 vont s'en aller, il va me rester moins n. Ensuite, ça par ça, ça va faire moins 1 plus 1, 0. Ça par ça, ça va faire 1. Ça par ça, ça va faire 1 moins 1, ça va faire 0. Celui-là par celui-là, ça va faire moins 1 plus n plus 1, ce qui va me faire n. Ça par celui-là, moins 1 plus n plus 1 également, donc n. Et celui-là par celui-là, on va avoir 2 moins n plus 1, ce qui va faire moins n moins 1. 2, 0, pardon, moins n plus 1. Ok. On vérifie rapidement que ça marche bien pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, on a l'identité. Pour n égale à 1, il faut vérifier qu'on retombe bien sur A. Donc pour n égale à 1, j'ai 2, 0, 1. 1, 1, 1, moins 1, 0, 0. Ça marche. Donc ici, on a notre A puissance n. Cet exercice que je viens de vous faire là, n'hésitez pas à le reprendre au calme, à bien tout revérifier. C'est un exercice classique. Un exercice ultra classique. On va en faire en TD, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est ultra classique. C'est un exercice classique de première année. C'est aussi un exercice classique de deuxième année. Là où ça change, c'est qu'en deuxième année, les vecteurs qui sont ici ne seront plus donnés directement. Ce sera à vous de les trouver. Et comment vous les trouverez? Eh bien, vous les trouverez grâce à tout ce qu'on appelle la théorie de la diagonalisabilité. En tout cas, il faut savoir faire ce genre de choses, donc montrer qu'on a une base, trouver la matrice dans la nouvelle base, écrire les matrices de changement de passage et les matrices inverses, et ensuite obtenir ce qui nous intéresse. Ok? Donc reprenez-le vraiment à tête reposée, c'est un exercice très très important. Dernier exercice que je voulais traiter, et c'est le dernier cas particulier qu'on va regarder, c'est le cas des symétries et projections. Pourquoi? Eh bien, si A est une projection, donc entre parenthèses, enfin pardon, si F est une projection, donc je vous rappelle que ça veut dire que F égale F, F2 égale F, alors, en prenant une base adaptée à la décomposition donc KF plus IMF, la matrice de F, ce sera, si j'ai quelque chose d'adapté à la décomposition IMF plus KF, je vous rappelle que quand on est dans IMF, eh bien, on ne bouge pas, quel que soit X dans IMF, F de X égale X, et quel que soit X dans KF, F de X égale 0. Ici, ça, ce sont vraiment les propriétés de projection. Du coup, à quoi va ressembler la matrice? Ben, ça va ressembler à un truc de la forme, ici on ne bouge pas, donc un certain IR, où R, c'est le rang de F, puisque c'est la dimension de IMF, et puis sinon que des zéros. Et donc ici, avec une matrice de taille n. Okay. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A est une matrice de Mn de K telle que A puissance 2 est égal à A, ça veut dire que c'est une matrice associée à une projection. Je sais qu'il existe une base dans laquelle la matrice ce sera ça. Ça veut dire qu'il existe une matrice inversible telle que P-1 AP, c'est-à-dire quand j'ai appliqué ma matrice de changement de base, j'obtiens IR 0. Donc ici, je remets les dimensions au cas où. Hein, donc R, N-R et 0, N-R, N-R.
Voilà, avec, et ça c'est un point qui est très important, hein, R égale le rang de F. Puisque c'est, du coup, pour chaque X dans IMF, on a ça, et donc du coup, ça, ce sera la base de IMF, et donc R sera exactement la dimension de IMF, c'est-à-dire le rang. Donc ça, c'est pour les projections. Si vous avez bien compris ça, bah pour les symétries, ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un 0 ici, vous allez avoir un moins I. Donc pour les symétries, si G est une symétrie, donc je vous rappelle, hein, avec G carré égale G, en prenant une base adaptée à la décomposition donc ker de F moins identité, pardon, G moins identité, ker de G plus identité, on va obtenir que la matrice de G, ce sera IR 0, 0, moins IN moins R, puisque vous allez avoir tous les vecteurs là qui vont donner l'identité et tous ces vecteurs là qui vont donner moins l'identité. Donc en particulier, ça veut dire que si A est une matrice de Mn de K telle que, ici c'était pas G, c'était l'identité, pardon, telle que A2 égale IN, il existe une matrice P inversible avec P-1 à P égale, donc IR, ici 0, ici 0, et ici moins IN moins R. Sachant que ici, R, c'est la dimension de ker de G moins identité. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand on a une projection, on a une base dans laquelle on a identité et 0, et quand on a une symétrie, on a une base dans laquelle on a identité, moins identité, et des zéros ailleurs. Voilà. Donc, ce résultat-là sera assez intéressant pour quelque chose qu'on verra à la toute fin du chapitre, donc le lien avec les rangs et ce qu'on appelle la trace, et parfois ça pourra vous sauver la vie dans certains exercices. Donc voilà, on s'arrête là. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on a fait aujourd'hui, eh bien, rapidement, le cas des endomorphismes qu'on a traité. Bon, c'était assez simple, c'était juste une notation hein, pour dire que pour un endomorphisme, on n'écrivait qu'un des deux. Et surtout, le lien avec l'inversibilité. C'est-à-dire qu'une matrice est inversible si et seulement si l'application associée est bijective et on a bien les choses qu'il faut. Et sinon après, les formules de changement de base, bon, les formules sont un peu compliquées, il faut les apprendre. Je vous ai donné un moyen mémotechnique avec identité pour réussir à retrouver les choses bien. Si vous arrivez à le faire, tant mieux, sinon il faut apprendre par cœur. Et vous avez deux exemples d'application. Le premier, ultra classique, qu'il faut connaître, comprendre et maîtriser. Le deuxième sur ici les symétries et les projections, qui est un petit peu plus anecdotique pour l'instant, mais on verra qu'il servira un peu plus tard pour la fin. Voilà, on s'arrête ici. Quelques exercices pour finir le cours, et ensuite bon week-end!